Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme ça vous a été mentionné aujourd'hui, enfin ce soir plutôt, nous allons vous parler d'un projet de sciences participatives qui s'appelle Leak & Go. Et ce programme participatif vise à évaluer la qualité de l'air en milieu urbain et en utilisant un organisme particulier, les lichens, que vous pouvez observer sur la partie droite de la photo qui sert de fond d'écran. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Yannick Agnan, le premier sur la liste. Je suis professeur à la faculté des bio-ingénieurs à l'Université catholique de Louvain. Et je travaille sur la dynamique des polluants dans l'environnement. Donc je travaille à la fois sur les polluants atmosphériques, les polluants dans le sol, le transfert entre le sol et la plante. Et je coordonne le programme Leak & Go dont je vais vous parler. Et je suis accompagné de mon collègue. Merci. Bonsoir à tous. Moi, c'est Hugo Counois. Je suis bio-ingénieur de formation et j'ai commencé cette année une thèse à l'UC-Louvain qui porte sur l'évaluation de la qualité de l'air par les lichens. Et donc, un axe de cette thèse implique les sciences citoyennes. Donc, je viens vous parler aujourd'hui du projet Leak & Go, accompagné de Yannick. Donc, quelques mots d'abord sur le programme Leak & Go. Pour que vous compreniez pourquoi vous avez tous ces logos qui sont représentés ici. Donc Leak & Go est un programme qui a été initié à Paris par Sorbonne Université et le Muséum national d'histoire naturelle. En 2018, il a été lancé, donc il y a eu quelques collectes qui ont été faites depuis. On vous présentera quelques résultats. Et aujourd'hui, le but c'est de vous dire que ce programme est étendu sur l'ensemble du territoire belge et principalement de la Wallonie et de Bruxelles. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a besoin, comme c'est un programme participatif, nous avons besoin de communiquer sur ce projet, de vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, le menu de ce soir, c'est d'abord de vous parler de pollution de l'air, puisqu'il s'agit notamment d'une problématique de pollution. Ensuite, de vous parler de la surveillance de la qualité de l'air et pourquoi est-ce que c'est important de surveiller l'air et la qualité de l'air pour essayer de prévenir un certain nombre d'effets. Et on enchaînera sur la biosurveillance par les lichens, avec une définition sur ce que sont ces lichens. Et on terminera avec le projet Leak & Go et le protocole. Donc on vous donnera les quelques clés et surtout les ressources qui vous permettent ensuite d'utiliser ce protocole depuis chez vous. Donc commençons avec la pollution de l'air. Et donc il faut savoir que dans l'atmosphère, on va avoir un certain nombre de constituants chimiques. Donc ici, je vous en ai présenté quelques-uns, ils n'y sont pas tous. Vous avez le dioxygène, vous avez le diazote. Donc ce sont des éléments qui sont très présents dans l'atmosphère, qui sont très présents, qui ne sont pas forcément néfastes pour nous, loin de là. Soit ils n'ont pas de rôle direct par rapport à nous. Pour d'autres organismes, ça peut être intéressant. Soit ils peuvent être relativement importants comme le dioxygène. On a le dioxyde de carbone, notamment, qui est un polluant qui peut avoir un rôle important sur l'effet de serre. Donc on a le dioxyde de carbone, mais on en a d'autres, le méthane par exemple, ou le protoxyde d'azote, qui sont des gaz à effet de serre, et qui ne sont peut-être pas très concentrés dans l'atmosphère, mais malgré la faible concentration, ils peuvent avoir des effets assez importants à l'échelle globale. Et puis on a des éléments qui sont vraiment des éléments toxiques. On a l'ozone qui est un gaz irritant, on a des métaux tels que le mercure, on a d'autres composés qui sont des composés organiques qui, eux, vont vraiment avoir des effets néfastes pour la santé des écosystèmes, pour la santé humaine. Et donc, c'est vraiment important de connaître ces différents constituants et les concentrations, et surtout, à partir de ces différentes concentrations, de savoir où est-ce qu'on a quel type de concentration. Parce qu'on va avoir parfois des éléments qui sont très variables selon la localisation. Et des faibles concentrations peuvent devenir relativement élevées ou du moins suffisamment élevées pour avoir des effets néfastes. Au total, l'atmosphère, c'est beaucoup de molécules, c'est 10 puissance 44 molécules. Les 44, ça correspond aux 44 zéros qui sont présents ici. Et donc, c'est toutes ces molécules que l'on va pouvoir essayer d'identifier. Mais pour pouvoir les identifier, ça nécessite des outils qui sont relativement importants pour pouvoir vraiment faire des mesures qui sont précises.
Alors, lorsque l'on parle de polluants, il faut essayer de reprendre l'ensemble du cycle des polluants, en commençant par la source. Donc la source, c'est, ici vous avez des exemples entre des sources naturelles et des sources anthropiques. Donc naturelles qui sont naturellement présentes, anthropiques c'est parce que c'est lié aux activités humaines. Et l'ensemble de ces sources naturelles ou anthropiques vont constituer des émissions vers l'atmosphère avec des quantités différentes selon le polluant concerné. Et ceci va permettre d'avoir un certain nombre de choses. Ici on a des particules, le dioxyde de soufre, dioxyde de carbone, etc., qui vont pouvoir être transportés soit sur des longues, soit sur des courtes distances, jusqu'à être déposés. Donc ici, vous avez l'arbre qui constitue l'écosystème, ou les surfaces en général, et on a du dépôt qui va se faire directement sur les organismes vivants, ou alors directement sur les sols. Et donc, ça va constituer une phase importante, puisque c'est à partir de là où on va avoir un effet direct sur l'ensemble des écosystèmes. Alors ce dépôt, il peut se faire, on pense tout de suite à de l'eau, donc les précipitations, mais on peut avoir des dépôts qui sont secs ou des dépôts qui sont gazeux, qui sont aussi des dépôts relativement importants par rapport aux polluants. Donc ça va dépendre du type de polluant en question. Donc certains sont gazeux, donc ils vont plutôt être sous forme gazeuse. Certains vont pouvoir être directement accumulés, intégrés dans la fraction liquide et vont pouvoir être sous forme dissoute via les pluies, ou encore directement sur des particules. Donc par exemple les métaux, on va en retrouver associés à des particules. Donc quand on mesure les particules, on va mesurer d'autres types de polluants, par exemple les métaux. Une chose importante à savoir, alors désolé c'est en anglais, mais c'est qu'en milieu urbain et en milieu en général, n'importe où, on va se retrouver avec des couches de l'atmosphère qui vont avoir des températures différentes. Et on va toujours du chaud vers quelque chose qui est plus froid, donc le chaud va avoir tendance à monter. Donc si on a du froid au-dessus, il va y avoir un mouvement qui va aller directement vers le haut, et donc on va avoir une émission qui va pouvoir se faire plus en hauteur. Alors que si on a des systèmes qui s'appellent des inversions thermiques, qui se passent notamment en hiver quand il va faire relativement froid ici, on peut se retrouver avec un blocage des polluants. Et donc quand je vous ai montré tout à l'heure la flèche par rapport au dépôt, on peut se retrouver avec un dépôt qui va être rapidement déposé, qui va se faire de façon relativement rapide, tout simplement parce qu'il n'aura pas eu le temps d'aller très haut dans l'atmosphère et donc d'être transporté, et donc on va avoir un impact qui va se faire directement depuis la source d'émission. Donc c'est important pour pouvoir voir si depuis la source d'émission on va pouvoir aller beaucoup plus loin ou rester sur place. Ceci étant dit, lorsque l'on arrive à atteindre les hautes couches de l'atmosphère, on va se retrouver avec une circulation qui s'appelle la circulation générale, qui fonctionne sous forme de cellules. Et donc dans ces cellules, on va pouvoir émettre, plus en fait on va haut dans l'atmosphère, plus on va pouvoir aller relativement loin. Alors relativement loin, ça ne veut pas dire aller n'importe où. Ça veut dire que l'ensemble des polluants qui sont émis dans l'hémisphère nord, en général, se retrouvent dans l'hémisphère nord. Il y a très peu d'échanges entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Comme on a beaucoup plus de sources de pollution en général dans l'hémisphère nord, on va davantage impacter l'hémisphère nord, et surtout une zone qui est très sensible, ce sont les pôles. Les pôles sont relativement froids, on plaque l'atmosphère directement sur les surfaces, et donc on accumule un grand nombre de polluants au niveau des pôles, et principalement sur le pôle nord, parce que ça accumule l'ensemble des polluants qui proviennent de l'hémisphère nord, contrairement au pôle sud qui est un peu plus privilégié par rapport à ça. Sur cette photo, vous voyez un exemple de transport qui s'effectue. Donc ici, ce sont des particules du Sahara qui vont traverser l'océan Atlantique et arriver jusque dans le bassin amazonien, où vous allez avoir des particules, bien évidemment, mais souvent les particules sont associées à d'autres éléments, et notamment il va y avoir des éléments nutritifs tels que le phosphore qui va se retrouver de façon relativement abondante, et on estime que l'Amazonie est largement fertilisée par l'ensemble de ces dépôts, de particules qui proviennent directement du Sahara.
Donc ce sont typiquement des transports qui vont se faire sur de longues distances. Et c'est aussi pour ça que quand on parle de pollution, on peut aussi avoir des pollutions qui vont pouvoir être transportées sur de longues distances, et c'est relativement important de le considérer. Ça veut dire que quand vous avez une pollution, ce n'est pas nécessairement parce qu'elle est produite localement. Elle peut provenir de beaucoup plus loin. Pour le mercure au Canada, par exemple, la plus grosse contribution, c'est les États-Unis et la Chine, et pas le Canada en tant que tel. Alors, quand on parle de source, il faut se poser la question de quelle est la source des polluants. Ce sont les humains. Les humains qui n'ont cessé d'augmenter en nombre en nombre sur la Terre. Donc ici vous avez une courbe avec l'augmentation qui est relativement importante parce qu'on a étiré relativement loin, donc forcément ça donne un effet un peu dramatique. Mais vous voyez quand même que cette augmentation n'est pas négligeable, et force est de constater que plus il y a d'humains sur Terre, plus il y a de production, plus il y a d'utilisation des ressources et plus il y a de pollution émise en général, que ce soit de la pollution vers l'atmosphère, de la pollution vers les sols ou vers les eaux. Et donc cette surabondance d'humains sur Terre va forcément générer un certain nombre de conséquences au niveau sanitaire ou autre. Alors ça c'est à l'échelle globale. Si on essaye de s'intéresser à l'échelle un peu plus locale, donc ici vous avez la Wallonie. Et pour essayer d'évaluer si la Wallonie est fortement impactée ou pas par rapport aux polluants, on peut un peu plus cibler spécifiquement des zones pour lesquelles on va avoir des indicateurs. Donc on a d'abord des sites Seveso. Alors Seveso, c'est lié à l'accident de Seveso en Italie, à partir duquel a été mis en place à l'échelle européenne des sites qui présentent potentiellement des risques et donc qui sont classés Seveso. Donc ça, notamment, ça peut être un premier indicateur en termes de suspicion de pollution dans l'environnement. On a aussi des sites nucléaires qui potentiellement pourraient émettre d'autres types de pollution. Donc là, en l'occurrence, c'est un polluant particulier, les radionucléides. Et on peut aussi retrouver des sites qui sont soumis à des registres. Donc ça, c'est à l'échelle européenne. Et ce sont des sites qui sont potentiellement source d'émissions, donc pas forcément dangereux au niveau Seveso, mais par contre qui produisent des molécules ou des substances qui sont potentiellement toxiques et pour laquelle l'Europe nécessite un registre par rapport à ces productions et à ces émissions. Et donc là, vous avez des densités en nombre de sites par dizaines de kilomètres carrés. Donc vous voyez que la Wallonie n'est pas très homogène en termes de risques liés à l'ensemble de ces types de pollution, sachant que ici nous avons que des pollutions liées à l'activité industrielle. On n'a pas représenté d'autres types de pollution tels que les champs qui pourraient être source d'émissions de pesticides en tout genre, qui pourraient aussi avoir un certain nombre d'effets néfastes. Alors se pose aussi la question de l'évolution dans le temps, et notamment parce que lorsque l'on regarde cette évolution dans le temps, on voit que ce n'est pas toujours identique selon le type de polluant. Donc par exemple ici on a le dioxyde de soufre, on a des particules. Alors au sein des particules on a les PM10 et les PM2,5, ce sont des particules qui ont des dimensions spécifiques. PM10 elles sont inférieures à 10 micromètres, PM2,5 inférieures à 2,5 micromètres. Donc les PM2,5 sont plus petites que les PM10. Ceci étant dit, les PM10 incluent les PM2,5. On a les oxydes d'azote, on a les composés organiques volatiles et ici on a l'ammoniac. Et vous voyez que dans le temps, donc ici c'est en concentration relative, donc on part d'un 100% et on regarde par rapport aux années 1970 au Royaume-Uni, comment ça a évolué, et on voit que globalement il y a beaucoup de polluants qui ont diminué parce qu'on savait que c'était relativement toxique avec des effets néfastes, et donc il y a eu des choses qui ont été mises en place à l'échelle plus globale, à l'échelle du pays notamment. Et vous voyez que pour d'autres, notamment des émissions azotées, donc avec l'ammoniac, où là la diminution n'est pas on n'a pas de diminution observable, et donc on peut avoir quand même des conséquences relativement importantes pour certains types de pollution. Ça veut dire aussi que le cortège de pollution qui est présent dans un site donné a évolué dans le temps, donc on n'a pas exactement la même chose. Ici vous avez que les polluants dominants, vous n'avez pas des pesticides dans l'atmosphère, vous n'avez pas des composés qui sont souvent en plus petite concentration, qui peuvent être très toxiques mais qui ne sont pas représentés ici parce que pas suivis, parce que trop difficile à mesurer.
Ensuite, une fois qu'on a évalué ces différents types de pollution, on peut essayer de se poser la question de quels sont les effets. Donc on a des effets à l'échelle globale et on a des effets à l'échelle locale. Quand on parle de pollution à effet global, on va parler de l'effet de serre, on va parler de l'ozone stratosphérique, donc la couche d'ozone qui est donc le trou de la couche d'ozone, ou alors des précipitations acides. Donc ça veut dire que quand on a un effet de cet ordre-là, on est obligé d'avoir une politique qui va être globale. On ne peut pas limiter les émissions de dioxyde de carbone juste sur un secteur. La conséquence sera toujours à l'échelle planétaire. Les précipitations acides, ce n'est pas tout à fait planétaire, ça va être régional, mais ça ne va pas être local non plus. A l'inverse, on peut avoir des pollutions qui vont être à effet local, et donc là, ça va être tout ce que nous allons respirer dans un centre urbain, à proximité d'une usine ou autre, où là, on va avoir plutôt des conséquences sanitaires, des conséquences sur la biodiversité locale, et pas des conséquences globales. On a aussi des conséquences sur la biodiversité, notamment avec les précipitations acides, mais on est sur un registre davantage local. Et donc, il faut bien distinguer ceci, parce que lorsque l'on veut faire des évaluations locales en tant qu'acteur dans une ville, par exemple, on est vraiment plutôt de l'ordre de ce registre. Vous n'allez pas chercher à limiter l'effet de serre avec les lichens, par exemple. Et donc sur ces effets, ici on a différents types de sources qui sont représentées, on a différents types de polluants et on peut essayer de relier les sources avec les polluants. Et même de ces polluants, on peut essayer de les relier aux effets. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un réseau relativement complexe, puisque, par exemple, le transport va produire plusieurs types de polluants qui eux-mêmes vont avoir différents types d'impact, à la fois à l'échelle globale ou à l'échelle locale. Et donc, quand on veut quand on veut limiter un des effets, il faut remonter au type de polluant, et de ce polluant, il faut remonter ensuite à la source en prenant en compte les sources dominantes par rapport à ce type de polluant. Et un autre effet, c'est celui sur la santé humaine. Et ici, vous avez plusieurs barres qui sont représentées donc, en nombre de morts chaque année à l'échelle globale. Et il faut savoir que la pollution de l'air, c'est la 4e cause de mortalité dans le monde. Donc ici vous avez une estimation de l'OMS, mais vous avez d'autres types d'estimations qui sont parfois un peu inférieures à celles de l'OMS, parfois supérieures. Et souvent on distingue au sein de la pollution de l'air 2 types de pollution, la pollution à l'extérieur et la pollution de l'air intérieur, qui sont souvent, parfois au coude à coude en termes d'effets sur la santé. Et sachant que c'est parfois difficile puisqu'on est tantôt à l'extérieur, tantôt à l'intérieur, et on va bénéficier de ces différents types de polluants, sachant qu'on n'aura jamais une seule cause, mais on est toujours sur un effet cocktail. Et vous avez quelques comparaisons, notamment avec l'obésité ou le nombre de morts sur la route, par exemple, pour essayer de vous représenter ce que ça signifie en termes de nombre de morts, ce qui est relativement important et ce qui est rarement considéré tel quel, puisque les causes vont être... c'est une cause qui est un petit peu invisible et qui est la source. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'était que la pollution et quels étaient les différents impacts, on va s'intéresser à pourquoi est-ce qu'il faut surveiller la qualité de l'air. Et je vais laisser Hugo prendre la suite. Merci. Alors voilà, comme Yannick vient de vous l'expliquer, la pollution de l'air a de nombreuses conséquences à la fois sur notre santé et également sur la santé des écosystèmes. Et donc pour ces raisons, il est indispensable de surveiller cette qualité de l'air afin de pouvoir agir en conséquence. Alors pour effectuer cette surveillance, il y a différents moyens qui existent. Par exemple, on peut surveiller les émissions émises par les industries. Donc il faut savoir que les émissions des industries sont réglementées au niveau européen. Et donc si une usine émet plus que ce qu'elle peut, elle risque des amendes, par exemple. Un autre moyen, ce sont les stations fixes, qui sont un petit peu similaires aux stations météo, donc qui sont disséminées sur les territoires nationaux et qui vont mesurer différents polluants afin de cartographier en temps réel la pollution.
Parallèlement à ces stations fixes, on a aussi des laboratoires mobiles qui, eux, vont être déployés de façon temporaire dans des endroits où on a moins d'informations sur la pollution ou peut-être qu'on suspecte une contamination par certains polluants. Et donc, ça permet d'apporter une information complémentaire à ces stations fixes. Et enfin, un quatrième moyen, qui est peut-être un petit peu plus récent, ce sont les microcapteurs, donc qui sont en quelque sorte des versions simplifiées des stations fixes, donc qui vont apporter une information moins précise. Mais comme ces microcapteurs sont beaucoup moins chers que les stations de référence, on va pouvoir en déployer beaucoup plus et donc avoir une information qui est bien mieux spatialisée. Et donc ça peut être intéressant dans certains cas. Alors, au niveau européen, il y a un suivi de la pollution qui est mis en commun par l'Agence européenne pour l'environnement. Alors, tous les polluants ne sont pas évalués parce que, comme on l'a vu avec Yannick, il y a un très très grand nombre de polluants dans l'atmosphère et donc tout évaluer, ce n'est pas possible. Et donc, ce qu'a fait l'Agence européenne pour l'environnement, c'est qu'elle se concentre sur certains polluants majeurs. Donc, par exemple, les particules fines, PM2.5 et PM10, les oxydes d'azote, le dioxyde de soufre et l'ozone notamment. Et donc, en fait, cette agence a défini des niveaux de qualité de l'air pour chacun de ces polluants. Donc, ces niveaux varient entre une bonne qualité de l'air et une qualité extrêmement pauvre. Donc, par exemple, si vous avez moins de 10 microgrammes par mètre cube de particules PM2.5 dans 1 mètre cube d'air, eh bien, vous pouvez considérer que ces particules ne vont pas affecter votre santé. Et donc on peut faire ça pour les différents polluants pour voir si l'air est dangereux vis-à-vis d'un polluant ou d'un autre. Et ensuite, ce qu'on aime bien faire, c'est de synthétiser toute cette information sur une seule carte, d'avoir une seule carte de qualité de l'air. Et donc on va utiliser des indices de qualité de l'air. Alors pour calculer ces indices, il y a différentes façons de faire, mais en général ce qu'on fait, c'est qu'on prend le plus mauvais indicateur. Donc si votre air est bon pour tous les polluants sauf pour le dioxyde de soufre, on va considérer que l'air est mauvais parce que s'il y a au moins un polluant qui peut nuire à notre santé, c'est ça qui compte. Donc c'est juste important d'avoir ça en tête quand on regarde cette carte. Peut-être que la pollution qu'on observe ici n'est pas du tout la même que celle qui est ici. Mais globalement, ça veut dire que l'air est de mauvaise qualité. Alors, toutes ces données de l'Agence européenne pour l'environnement, elles sont accessibles sur leur site internet si jamais ça vous intéresse. Et vous pouvez également avoir accès à des rapports annuels. Donc ici, on a les particules fines en 2018. Donc on vous présente les concentrations moyennes et ça permet de spatialiser cette information donc, via des modèles. Vous avez vu qu'on avait des points, et donc ici on a transformé l'information en quelque chose de plus lisse pour la représentation. Alors maintenant, si on regarde un petit peu plus à l'échelle locale, donc en Wallonie, nous avons également notre propre réseau de surveillance de la qualité de l'air. Et donc ici encore, vous pouvez aller sur le site wallonair.be pour apprendre plus sur la qualité de l'air près de chez vous. Et donc vous pouvez vous connecter pour observer les concentrations en différents polluants, que ce soit des concentrations mesurées par des stations ou des concentrations modélisées. Modélisées. Donc ici on voit que par exemple on a un modèle qui prend en compte donc, les données mesurées par les capteurs, mais qui tient aussi compte de la présence de certains axes routiers qui vont émettre certains polluants. Donc vous voyez qu'ici ou encore ici, en fait, on considère que ces axes routiers vont être des sources importantes de pollution. Mais vous vous en doutez, la précision des modèles de qualité de l'air, elle est limitée par le nombre de points de données, donc le nombre de capteurs de pollution qu'on a sur les territoires. Et en fait, ce nombre de capteurs, à l'échelle de la Wallonie, il est relativement restreint, puisqu'on parle d'une trentaine de capteurs pour un territoire qui fait plus de 15 000 km². Donc je vous laisse calculer, mais ça ne fait pas beaucoup de capteurs pour 1 km². Et donc, c'est là que vient l'intérêt d'avoir d'autres sources d'informations pour évaluer cette qualité de l'air. Et donc, aujourd'hui, on va parler de biosurveillance, ou encore surveillance biologique. Alors la biosurveillance, c'est quoi? Eh bien en fait, c'est le fait
d'étudier la réponse d'organismes vivants ou de systèmes vivants pour évaluer la qualité d'un environnement. Alors il y a plusieurs façons de faire ça. On peut par exemple parler de bioindication. Donc la bioindication, c'est une approche écologique qui va se baser sur la présence d'espèces sensibles ou résistantes pour évaluer la qualité d'un environnement. Il y a plusieurs exemples à ça. Par exemple, on peut considérer qu'une abondance de vers de terre dans un sol, c'est un indicateur de qualité de la santé de ce sol. Certains d'entre vous connaissent peut-être également l'IBGN, donc l'indice biologique globalisé, général normalisé, qui est utilisé à l'échelle européenne pour évaluer la qualité des cours d'eau. Et donc pour calculer cet indice, on se base sur la présence de certaines larves d'insectes, donc notamment ici une larve de perle, qui est indicatrice d'une très bonne qualité de l'eau. Et enfin, plus de suspense, aujourd'hui on va parler de l'utilisation des lichens pour évaluer la qualité de l'air, mais je vous en dirai plus un petit peu plus loin. Au-delà donc de cette approche écologique qu'est la bioindication, on peut également utiliser des approches géochimiques telles que la bioaccumulation. Et donc cette fois on va s'intéresser non pas directement aux organismes vivants, mais plutôt aux polluants qui sont accumulés dans ces organismes. Et donc par exemple ici vous avez un exemple avec le poisson qui au cours de sa vie va accumuler un polluant, des métaux, des pesticides dans son corps, et donc la teneur en polluant dans cet organisme va nous indiquer à quel point son environnement était pollué. Et enfin une troisième approche qui est l'utilisation de biomarqueurs. Alors les biomarqueurs, c'est globalement une caractéristique biologique qu'on va étudier afin de mesurer un stress. Alors cette caractéristique biologique, ça peut être beaucoup de choses différentes. Ça peut être un comportement animal, un type de cellule qui serait endommagée, une activité enzymatique, une molécule qui serait produite de façon anormale. Donc ça peut vraiment être beaucoup de choses différentes, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à la bioindication par les lichens. Alors, pourquoi s'intéresser aux lichens? Alors, dans un contexte où on a un grand nombre de polluants émis par différentes sources qui vont avoir un impact à la fois sur notre santé et sur nos écosystèmes, eh bien, on peut utiliser la réponse de ces écosystèmes pour évaluer la présence de polluants. Et donc les lichens, qui sont des organismes symbiotiques entre champignons et algues, vont être particulièrement sensibles aux polluants de l'atmosphère pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ces organismes n'ont pas de racines, contrairement aux plantes, et donc ils vont tirer l'ensemble des nutriments qu'ils utilisent pour leur croissance directement depuis l'atmosphère. Aussi, ils n'ont pas de protection contre les polluants. Donc il faut savoir que les plantes possèdent ce qu'on appelle une cuticule, donc une couche cireuse à la surface des feuilles, qui empêche certaines molécules de pénétrer dans leur organisme. Et ça, ce n'est pas le cas des lichens, qui sont donc beaucoup plus exposés à la pollution. Et donc là où les capteurs mesurent seulement un nombre limité de polluants et sont limités dans l'espace par leur nombre, les lichens, eux, sont exposés à tous les polluants, donc ils vont fournir une réponse intégrée, et en plus de ça, ils sont présents partout, et on peut en observer tout le temps. Alors, avec cette slide, je voudrais juste préciser que le but, c'est pas de faire la guerre aux capteurs physico-chimiques, donc on est vraiment sur deux approches qui sont complémentaires, donc les lichens ne vont jamais remplacer les capteurs, c'est quelque chose qu'on a en plus et qui peut apporter une information bénéfique en plus des réseaux de surveillance qui existent. Alors voilà, ça fait 10 minutes que je vous parle de lichen, mais en fait, un lichen, qu'est-ce que c'est? En fait, un lichen, ça peut être un peu tout ça. Donc vous voyez que c'est très diversifié au niveau des formes et des couleurs. Vous en avez sûrement déjà vu sans vraiment trop savoir ce que c'était. Mais donc au-delà de cet aspect un peu descriptif, un lichen, c'est une symbiose entre un champignon et une algue.
Si vous prenez un lichen et que vous le coupez en tranches, je ne sais pas si vous faites ça tous les jours, et vous regardez ça au microscope, vous allez observer un peu cette structure en forme de sandwich, donc avec 2 couches de champignons qui contiennent entre elles une couche d'algues. Et donc en fait, l'algue habite dans le champignon en quelque sorte. Et donc un lichen n'est pas un organisme vivant ou une espèce, mais bien une communauté d'espèces ou une communauté d'organismes. Mais on dit souvent une espèce de lichen pour simplifier. Alors, mais que font ce champignon et cette algue ensemble? Donc, comme je l'ai déjà mentionné, ils sont en symbiose, c'est-à-dire qu'ils dépendent l'un de l'autre pour survivre. Et donc ici, on est sur une symbiose où l'algue, qui est le partenaire photosynthétique, va réaliser la photosynthèse afin de fournir le lichen en matière organique, donc en sucre. Et le lichen, en échange de ça, va fournir une protection à l'algue, une protection mécanique normalement, notamment, et également une protection contre les rayons du soleil et différents stress. Et en plus de ça, il va lui fournir différents composés tels que des antibiotiques, des vitamines, de l'eau, des sels minéraux, etc. Et donc on voit qu'on a vraiment un échange avec des bénéfices mutuels qui vont permettre la survie des 2 partenaires. Alors, une des implications de cette nature un petit peu duale du lichen, ça va être au niveau de sa reproduction qui est un petit peu particulière, donc je voulais m'attarder là-dessus. En fait, le lichen, il va devoir trouver un moyen de se reproduire et en même temps de faire en sorte que les 2 partenaires puissent se retrouver pour redonner un nouveau lichen. Et donc pour faire ça, il y a un peu 2 façons de procéder. On a d'une part une reproduction sexuée et d'autre part une reproduction asexuée. Alors tout d'abord, pour la reproduction sexuée, le champignon va produire des structures qu'on appelle des apothécies et qui vont contenir des spores. Quand elles vont être dispersées dans l'environnement, ces spores vont pouvoir germer. Mais donc ces spores sont uniquement des cellules de champignons. Et donc pour pouvoir redonner un lichen, elles vont devoir nécessairement re-rencontrer une algue qui vit à l'extérieur pour, in fine, redonner un lichen complet. Donc le champignon effectue la reproduction tout seul et il a besoin de retrouver une algue. Si à ce stade la spore qui germe ne trouve pas d'algue, elle ne peut pas redevenir un lichen. Ensuite, pour la reproduction asexuée, on a différents types de structures, donc on appelle isidie ou soralie. Les différences sont d'ordre morphologique, donc on a des isidies qui sont des morceaux du corps du lichen qui vont être détachés. D'un autre côté, ça a plus un aspect de poudre, mais le principe est le même. Donc ce sont des morceaux du lichen qui vont se détacher. Ces morceaux sont composés à la fois de cellules d'algues et de champignons, et donc la reproduction se fait par simple multiplication cellulaire. Il n'y a pas besoin de retrouver une algue dans le milieu extérieur. Alors, un autre aspect peu connu des lichens, c'est leur longévité et leur croissance qui est extrêmement lente. On parle de quelques centièmes à quelques dixièmes de millimètres par an, donc vous ne pouvez pas les observer pousser de semaine en semaine comme ce serait le cas avec votre pelouse ou avec vos plantes d'intérieur. Là, il faut vraiment revenir une année sur l'autre, voir le même lichen pour voir qu'il grandit. Et donc, avec cette croissance extrêmement lente, vient une longévité énorme également. Donc la plupart des espèces, on estime qu'elles peuvent vivre plusieurs siècles, et on a même recensé certaines espèces qui vivent des millénaires, notamment dans des environnements hostiles où la croissance est vraiment extrêmement lente. Et donc ici, on vous a mis les différents stades de vie du lichen pour vous rendre compte un peu comment il évolue. Donc on a d'abord un stade juvénile, on a vraiment un début de formation du lichen, puis un stade adulte avec la présence d'apothécies, donc les organes de reproduction sexuée dont je vous parlais juste avant. Et enfin, un stade nécrosé où vous voyez que le lichen est un petit peu mal en point, il est en train de mourir. Alors, il faut savoir que les lichens sont un groupe qui est extrêmement diversifié.
Donc à l'heure actuelle, on estime qu'il y aurait, on a recensé 25 000 espèces dans le monde, mais on estime qu'il pourrait y en avoir près de 40 000, notamment parce que la biodiversité au niveau des tropiques, des forêts tropicales, est assez peu connue, et donc on sous-estime probablement le nombre d'espèces qui existent sur la Terre. En Belgique, on a recensé pour le moment 930 espèces. Et pour vous donner un ordre de grandeur, en Belgique, il y a également 500 espèces d'oiseaux. Donc ce serait grosso modo 2 fois plus d'espèces de lichens que d'espèces d'oiseaux, pour mettre un petit peu en perspective. Avec cette diversité de nombre d'espèces, on a également une grande diversité morphologique, comme vous pouvez le voir ici. On a des espèces qui présentent des formes très variées, donc par exemple des lichens plus aplatis qu'on appelle foliacées, des lichens plus en forme de buisson, plus en 3D, des fruticuleux, des lichens crustacés en forme de croûte, ou des lichens complexes qui là vont présenter des caractères intermédiaires. Et en plus de cette diversité en termes de morphologie, on a aussi une diversité écologique, par exemple au niveau des substrats. Donc vous voyez ici que les deux duos vivent sur des écorces, tandis que celui-ci grandit sur une pierre, je crois, et celui-ci sur du bois mort, donc très variable encore une fois. Mais au-delà du substrat, la diversité écologique, elle est régulée par différents facteurs. Donc par exemple, on a l'altitude, la lumière, et l'humidité et la température qui vont être liées à la position sur la Terre. Donc si vous vous trouvez au niveau des tropiques ou en Belgique, l'humidité, la lumière, la température vont être très différentes et donc vous n'allez pas retrouver les mêmes espèces. Et d'autre part, ces facteurs sont influencés, comme je le disais, par le substrat, donc notamment l'acidité et la teneur en nutriments vont être très différentes si vous vous trouvez sur une roche calcaire, sur un sol ou sur un tronc d'arbre. Et donc, ce qui est très intéressant pour utiliser les lichens en tant que bioindicateur, c'est que chaque espèce en fait, va avoir ses propres exigences écologiques. Et les lichénologues, donc les gens qui étudient les lichens, à force d'observer et de décrire des espèces, ils ont réussi à documenter ces exigences. Et donc aujourd'hui, on sait que par exemple, Xanthoria parietina, c'est une espèce qui apprécie les environnements très lumineux et relativement sec et chaud, et qu'au contraire, par exemple, Rhicazolia virens, c'est une espèce qu'on va retrouver dans des milieux forestiers, humides et plutôt ombragés. Et donc, on peut faire la même chose pour la pollution. Pour rester sur le même exemple, Xanthoria parietina, c'est une espèce qu'on retrouve dans des environnements où il y a une faible pollution acidifiante, donc le citron c'est pour l'acide, et une grosse richesse en nutriments, donc une pollution plutôt eutrophisante, donc la présence d'azote. Et à l'inverse, donc mon autre espèce ici, on voit qu'elle est beaucoup plus sensible à la présence de nutriments, et donc on va la retrouver surtout dans des environnements forestiers qui sont relativement peu pollués. Mais donc, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour évaluer la qualité de l'air? Comment est-ce que vous pouvez faire pour utiliser lichen comme outil diagnostique? Eh bien, le grand principe de base, c'est que plus la diversité des lichens est importante et moins la pollution est élevée. Donc, dans un environnement qui est relativement peu contaminé, on va avoir une grande diversité, alors qu'ici, dans un environnement urbain, par exemple, on va souvent observer quelques espèces. Au-delà de ce constat, il est intéressant donc d'observer les exigences écologiques et les résistances à la pollution de chaque espèce pour connaître, pour savoir si oui ou non on est vraiment dans un environnement pollué. Peut-être que j'ai une grande diversité d'espèces, mais qu'en fait elles sont toutes résistantes, et donc en fait je suis quand même dans un environnement pollué, parce que si mes espèces sensibles ont disparu, c'est que sûrement il y a une pollution qui les a fait disparaître. Attention, l'inverse n'est pas vrai. Donc, par exemple, ici, j'ai une espèce qui est visiblement résistante à la pollution, mais elle peut être présente dans un environnement qui est peu pollué.
Donc les deux choses importantes à prendre en compte pour évaluer la qualité de l'air, c'est d'abord l'abondance des lichens, donc le nombre d'espèces, et ensuite la diversité qui nécessite d'identifier les différentes espèces de lichens pour pouvoir les relier à leurs exigences écologiques. Et donc ça, c'est un peu l'essence du projet LichenGo dont Yannick Agnan va vous expliquer tous les secrets. Donc, maintenant que vous savez tout sur les lichens, nous allons passer au projet LichenGo et essayer de comprendre comment est-ce que vous, en tant qu'acteur citoyen, vous allez pouvoir directement prendre du matériel et faire un relevé. Alors, on va commencer juste par ce que sont les sciences participatives. Donc, il faut savoir que lorsque l'on est sur un projet de sciences participatives, ça veut dire que quand on a des citoyens, quand on a des scientifiques qui vont faire des relevés, on va avoir quelques points et donc à partir de ces relevés, on va pouvoir identifier un cortège d'espèces de lichens et à partir de là, on va faire un traitement statistique des différentes données. Ça nous permet ensuite de coupler ça avec un indice de la qualité de l'air, donc qui serait entre mauvais avec une couleur plutôt rouge jusqu'à une bonne couleur, enfin une bonne qualité de l'air avec une couleur qui serait verte. Et donc là vous avez quelques exemples sur une distribution géographique. Donc ici vous avez la carte de Louvain-la-Neuve, mais ça pourrait être n'importe quoi du moment qu'on a défini un certain périmètre. Sauf que lorsque les scientifiques font ce travail, ça fait des points qui sont, comme ça prend du temps de faire ces relevés, surtout s'ils sont faits de façon très complète, ça prend beaucoup de temps. Et donc on a souvent des points avec des zones qui ne sont pas cartographiées, donc on a vraiment des trous qui sont représentés dans une région donnée. Et donc à partir de là, peuvent venir les citoyens qui ont une certaine affinité avec les sciences pour essayer, notamment les sciences sur l'environnement et pour fournir une aide pour les scientifiques et finalement augmenter le nombre de données. Alors le petit souci, c'est que si on demande aux citoyens d'utiliser le protocole très complet qui prend beaucoup de temps, en général, c'est pas possible parce que c'est pas adapté. Et donc, on est obligé de passer par une phase de simplification du protocole, soit sur le nombre d'espèces, soit sur le nombre d'arbres sur lequel il faut échantillonner, etc. Et donc, on a des données qui sont parfois de moins bonne qualité, mais comme elles sont plus nombreuses, ça permet de finalement contrebalancer parfois le problème de qualité. Et donc à partir de là, on peut utiliser les lichens, enfin les données issues de sciences participatives pour les lichens ou pour d'autres programmes. On peut faire ça avec les oiseaux par exemple. Et donc avoir des cartes de bonne qualité en distribution spatiale. Donc ça c'est pour le principe des sciences participatives. Et pour les lichens, il existe des programmes de sciences participatives, notamment au Royaume-Uni. Il y a eu un programme qui a été lancé où ils ont fait des tests. Alors il y avait très peu d'espèces, il n'y avait que 9 espèces. Il y avait des espèces qui aiment l'azote, des espèces qui n'aiment pas l'azote. Et en comparant les données, ça permettait de faire des cartes de très bonne qualité. Ça a été calibré, donc ça a pu être publié. Alors sur le protocole LichenGo, par rapport au protocole dont je vous parlais au Royaume-Uni, on ne va pas se baser sur 9 espèces uniquement sur la pollution azotée, donc qui aiment ou qui n'aiment pas l'azote. Le but c'est de se rapprocher du protocole européen. Donc le protocole européen va essayer d'évaluer toutes les espèces. Bon là en l'occurrence on est en milieu urbain, donc on n'aura pas toutes les espèces, en forêt ou autre, parce que tout à l'heure quand Hugo vous parlait de 930 espèces en Belgique, ce sont des espèces qui peuvent être présentes en forêt, des espèces qu'on va retrouver au sol, des espèces qu'on va retrouver à différents endroits. Là en l'occurrence on se place uniquement sur les écosystèmes urbains et on va se placer uniquement sur des lichens qui vont être collectés sur des arbres. Alors pourquoi les arbres? Parce qu'on est placé en hauteur, donc on est loin de l'influence du sol. Et donc ça permet d'éviter toute contamination directe du sol, un chien qui urine ou quelque chose comme ceci. Et donc ça nous permet d'avoir directement aussi l'influence de l'atmosphère. Et donc à partir de là, on peut avoir la qualité de l'air qui va être directement déterminée.
Le protocole européen, protocole complet, ne précise pas combien d'arbres, mais ça va dépendre du milieu. En l'occurrence, pour le protocole Lichen Go, on va se placer avec 3 arbres. 3 arbres qui doivent être suffisamment grands, et donc on délimite la taille de l'arbre non pas à la hauteur mais plutôt à la circonférence du tronc. Donc on estime qu'il faut qu'il soit supérieur à 50 cm en circonférence, et avec une distance qui va être inférieure à 50 mètres entre 2 arbres. Donc vous avez 3 arbres, au maximum on peut avoir 100 mètres entre le premier et le troisième. Une fois qu'on a sélectionné le site pour lequel on va vraiment avoir ces arbres, si possible de la même espèce, ce n'est pas toujours le cas, donc parfois c'est pas grave, mais tant qu'on note quelle est l'espèce, on sait qu'il peut y avoir un biais en fonction de l'espèce de l'arbre. Et donc ça, nous, on le considère parce que vous notez le type d'espèce, et dans les traitements de données, on va pouvoir l'intégrer. Il vaut mieux avoir un site avec pas les mêmes espèces plutôt qu'une absence de données. Ensuite, sur chacun des arbres, on va utiliser une grille. Donc c'est composé de petits carrés de 10 cm par 10 cm, et donc vous en avez 5 les uns sur les autres. Et cette grille va être placée sur les 4 faces de l'arbre, donc les orientations nord, est, sud, ouest. Et c'est placé à 1 mètre du sol, donc c'est pas à l'échelle, puisque sinon on aurait une grille de 1 mètre, ce qui n'est pas le cas. Et vous allez utiliser une loupe et un petit guide d'identification qui permet de déterminer chacune des espèces, et ensuite il faut noter la présence de ces espèces. En troisième étape, on a la saisie des données, donc là qui actuellement est en cours de travail. Bientôt il y aura une nouvelle plateforme qui sera disponible directement sur le site internet. Cette saisie des données se fera directement en ligne, et il suffit de cocher la présence ou l'absence de certaines espèces. Donc comme c'est indiqué ici, ici vous avez une espèce avec les différentes faces. Et donc vous avez l'équivalent de la grille qui est présente ici pour savoir si elle est présente ou absente dans un carré. Et suite à cette saisie des données, il y a tout un traitement analytique qui se fait avec des indicateurs que nous allons utiliser en fonction de la sensibilité, comme l'a dit Hugo, la sensibilité des espèces vis-à-vis de tel ou tel polluant. Et donc on peut estimer en fonction de l'abondance de ces différents lichens si on a une suspicion de pollution plutôt soufrée, plutôt azotée, etc. Et donc on peut réaliser des cartes et publier des cartes en fonction des différents points, qui permet finalement d'avoir une distribution spatiale et avec des indicateurs en fonction de la suspicion pour un point donné ou pour une zone donnée vis-à-vis de tel ou tel autre polluant. Donc si on zoome un peu plus spécifiquement à ces différentes étapes, donc celle de l'observation, ici on a zoomé sur le tronc avec la grille, encore une fois ce n'est pas à l'échelle. Le principe c'est d'utiliser la clé d'identification, la loupe, parce qu'il y a certaines espèces qui sont de petites dimensions et donc il faut toujours regarder plus précisément la présence ou pas de certaines espèces. Parfois il y a des espèces qui ne sont pas très visibles mais qui sont quand même présentes. Et donc pour chaque espèce, alors on va les appeler lichen 1 par exemple, ici on va avoir l'espèce qui est jaune, potentiellement Xanthoria parietina qu'on voit depuis tout à l'heure. Et donc ce lichen va être compté ici 2 fois, donc on va avoir, alors ici j'ai mis un 2, mais en réalité il faudrait cocher directement les cases dans lesquelles c'est présent. Pour le lichen 2, on voit qu'il est présent sur le 4e carré en partant du haut, donc une seule fois, et pour le lichen 3, il est présent une seule fois sur le dernier carré en partant du haut. Et donc à partir de là, ça nous permet d'avoir la présence et l'absence, et une fois que l'on a compté toutes les cases, on pourra connaître la fréquence, c'est-à-dire combien de fois on aura observé une espèce sur la totalité des carrés comptés, donc des petits carrés qui vont être comptés. Donc c'est-à-dire appliquer la grille sur les 4 faces, donc à chaque fois on a 5 carrés sur les 4 faces et sur les 3 arbres. Donc ça nous permet d'avoir une représentation et d'avoir un pourcentage d'apparition de telle ou telle espèce. Et si on sait qu'elle est sensible ou résistante à certains polluants, ça nous permet d'avoir des informations par rapport à ça. Alors vous allez me dire que la détermination c'est peut-être un peu difficile parce qu'il y a beaucoup d'espèces différentes, et donc il y a un livret pour le programme Lichen Go qui est disponible sur le site internet que vous pouvez télécharger. Je vous conseille d'attendre dans quelques temps où le livret va être encore
plus amélioré et donc il y aura une nouvelle version qui va sortir d'ici peu. Mais le principe reste le même. Donc ici vous avez un imprimé-écran de ce que représente cette clé de détermination. Donc vous allez à chaque fois avoir des questions pour ceux qui connaissent un peu comme le livre dont vous êtes le héros. Donc vous avez à chaque fois une question sur la couleur, sur la dimension, sur la présence d'organes de reproduction, donc qui doivent être connus parce que vus lors des formations. Et à partir de là, vous allez à chaque fois avoir de nouvelles questions pour arriver jusqu'à différentes espèces. Et vous pouvez vérifier si ça correspond parce que vous avez des photos qui permettent de comparer par rapport à l'échantillon que vous avez devant vous. Et puis vous avez un certain nombre de critères, notamment sur les organes de reproduction, sur la présence d'organes de surface ou encore sur la dimension ou autre. Donc des informations qui permettent de corroborer ou pas la détermination que vous avez du lichen qui est face à vous. Et puis vous avez la possibilité aussi de marquer que vous avez d'autres types de lichens, crustacés, autres lichens foliacés, parce que vous n'avez pas exactement le lichen que vous avez, parce qu'il n'y a à peu près que 40 espèces qui sont représentées dans le livret. Les espèces les plus communes en milieu urbain, mais ça vous permet surtout de pouvoir dire que vous avez vu une autre espèce, et pas celles qui sont présentes dans le livret, mais ça vous permet de pouvoir les mentionner, même si on ne donne pas de nom, au moins on sait que c'est une espèce en plus, et donc c'est important. Donc on n'aura pas l'écologie, on n'aura pas les informations sur leur sensibilité, mais au moins c'est une information sur la présence d'une espèce. Pour vous aider, vous avez un certain nombre d'outils, donc notamment en utilisant un outil que nous avons développé, donc qui est sur le site internet, donc qui est toujours indiqué en bas des slides. Cet outil vous permet d'avoir la clé en direct et surtout de façon interactive. Donc il suffit de cliquer, vous avez exactement les mêmes questions, il suffit de cliquer à chaque fois sur les photos et lorsque vous avez terminé, vous vous retrouvez avec une fiche espèce. Et donc cette fiche espèce, vous avez, donc si on va sur le bas de la page, beaucoup plus de photos, des photos en gros plan pour pouvoir vraiment évaluer si c'est la bonne espèce, des explications par rapport à la description morphologique, par rapport aux organes de reproduction, et aussi des risques de confusion qu'on ne voit pas ici, qui vous permettent de vérifier si vous n'avez pas un risque avec une autre espèce qui est aussi fréquente, juste pour s'assurer qu'on soit sur la bonne espèce. Donc ça c'est un outil qui est disponible en ligne, ce n'est pas une application mais c'est le site internet et donc si vous avez accès à internet quand vous êtes sur le terrain vous pouvez l'utiliser. Autre outil disponible, ce sont des applications, donc vous avez iNaturalist ou vous avez Obsidentify qui permet de faire des photos, donc ces différentes images proviennent de Obsidentify. Et donc quand vous faites une photo, vous pouvez, donc vous prenez la photo et vous pouvez identifier en cliquant sur identifier, et ça vous propose des résultats. Donc ici, il est sûr à 100% que c'est Parmelia sulcata, la photo que vous avez déposée. Donc là, c'est un outil qui peut être intéressant, qui marche relativement bien pour les lichens communs. Ça ne marchera pas tout pour les 930 espèces belges, mais en tout cas, c'est un outil qui peut vous aider à vous réconforter sur une identification, à vous aider au début aussi, lorsque vous avez besoin de confirmation par rapport au travail d'identification en utilisant la clé. Et donc, c'est quelque chose qu'il est possible d'utiliser. Et ensuite, la saisie des données, donc là c'est la plateforme qui est en cours de construction mais qui sera bientôt disponible, qui se passe en plusieurs étapes, donc vous avez différentes étapes qui sont représentées ici. La première étape c'est de donner des informations par rapport au site, donc quelle est la date du relevé, sachant qu'il faut faire le relevé en une seule fois pour éviter d'avoir des biais, parce que vous avez fait un arbre et puis le deuxième le lendemain, c'était pas les mêmes conditions, donc c'est mieux de tout faire en une seule fois. De donner les conditions météorologiques, est-ce que c'était très ensoleillé, plutôt humide ou nuageux. En général, il vaut mieux éviter lorsque c'est pluvieux parce que les lichens prennent des couleurs différentes lorsqu'ils sont mouillés, et en tout cas il y en a beaucoup, et donc l'identification est beaucoup plus complexe. Donc évitez les jours où c'est complètement mouillé. Mais en tout cas, c'est une information qui nous est utile pour pouvoir faire du traitement de données, pour se dire que peut-être qu'un relevé est un peu biaisé du fait de la météorologie ou autre. Le type d'environnement, donc vous avez dans un parc, vous avez un menu déroulant avec plusieurs solutions.
et vous allez ensuite pointer directement le site. Donc vous avez, oui, bien évidemment aussi le cadre du relevé, savoir si c'est dans le cadre scolaire ou pas. Donc ça nous permet de savoir si c'est une personne qui l'a faite, ou plusieurs, mais des citoyens, ou est-ce que ce sont des scolaires, donc un enseignant avec sa classe. Et donc dans ce cas, le protocole est souvent différent parce qu'on utilise un arbre pour un groupe d'élèves, et donc on sait qu'on va devoir traiter les données de façon différente. Et donc ici, on pointe directement, donc on peut zoomer et pointer sur le site pour avoir le point GPS qui va pouvoir être enregistré. Et donc ça nous permet de pointer pour l'ensemble du site, c'est-à-dire les trois arbres, et donc il faut le placer à peu près au milieu de ces trois arbres. Ensuite, on passe à la deuxième page et ça nous demande les informations sur les différentes espèces d'arbres. Donc vous avez l'arbre 1, l'arbre 2, l'arbre 3, donc à vous de voir comment vous les nommez, 1, 2 et 3. Et vous allez noter les espèces. Donc ici on a un tilleul, on a un merisier et encore un tilleul. On note la circonférence de l'arbre, ici en centimètres, et s'il y a des faces qui sont ombragées, cochées pour pouvoir avoir cette information qui potentiellement pourrait entraîner aussi des biais. Et ensuite, une fois que vous avez identifié ces trois espèces d'arbres et que vous avez donné les informations par rapport à la circonférence, pour chaque espèce, donc ici on a du Parmelia sulcata, celui qui était en photo sur l'application tout à l'heure, on va pouvoir cliquer directement où est-ce qu'on a trouvé ces espèces, sachant qu'on aura utilisé une fiche de terrain où on aura coché dans un premier temps, et ça permet d'avoir une trace écrite aussi, d'avoir cette fiche de terrain. Et donc là, vous allez cocher pour les différentes faces, nord, est, sud et ouest, pour l'arbre 1, l'arbre 2, l'arbre 3. Et si vous avez des doutes d'identification, il sera possible d'ajouter des photos qui permettront aussi d'avoir une validation. Et sera aussi possible d'avoir une petite case pour dire je suis sûr de mon identification ou je ne suis pas trop sûr de l'identification, ce qui nous permet aussi de revérifier a posteriori. Et donc vous pouvez rajouter plusieurs lichens et donc vous allez rajouter chacun de vos lichens les uns après les autres. Et ensuite, ça envoie les données et sur la plateforme, il sera également possible d'observer les résultats. Donc ici, vous avez les premiers résultats. Donc comme je vous ai dit, LichenGo, ça existe depuis un certain nombre d'années. Ça existe en France. On a quelques points qui sont en dehors de la France, mais on a quelques zones qui ont davantage de relevés. Donc c'est le cas de la région parisienne. On a aussi Limoges, on a aussi Clermont-Ferrand, parce que ce sont des zones où il y a des citoyens qui sont très motivés, qui ont motivé des groupes autour d'eux et donc pour lesquels on a une bonne résolution spatiale qui est relativement intéressante. Donc ici pour la région parisienne, vous avez les différents relevés. Alors déjà de façon globale sur LichenGo, ce sont 70 volontaires qui ont enregistré des données. Ça fait 147 relevés qui ont été validés, parce que parfois il y a des erreurs, il y a juste un arbre qui est encodé, donc ce sont des relevés qui disparaissent. Et au total, c'est plus de 8000 observations. Alors chaque observation, c'est au sein d'un carré d'une face, donc on a une information qui est donnée de façon très précise. Donc ça ne veut pas dire qu'on a 8000 espèces qui ont été enregistrées, mais on a une information qui est relativement importante. Et donc sur la région parisienne, ici vous avez différents types de points. La couleur correspond à la diversité, donc si c'est rouge, il y a une faible diversité. Si c'est vert, on a une plus grande diversité. Donc ça veut dire qu'on va entre 1 et 4 et jusqu'à 18, 21 espèces différentes sur l'ensemble de la carte. Alors vous voyez que les points les plus verts sont en général pas à proximité de Paris même, qui se situe ici. Et par contre, on peut avoir des points rouges donc avec une très faible diversité. Alors qui dit faible diversité ne dit pas nécessairement qu'on a une faible qualité de l'air. Enfin, on peut avoir un lien, mais là on est juste sur l'information du nombre d'espèces. Et on voit aussi qu'on a une très grande hétérogénéité, donc il faudrait zoomer plus spécifiquement pour voir si c'est très hétérogène ou est-ce qu'on peut avoir une information un peu plus précise. Et si on prend deux exemples, ici le site 1 en rouge et le site 2 en vert, vous avez des informations liées à l'écologie, donc ce que disait Hugo tout à l'heure. Au sein des informations écologiques, on peut savoir si on a des espèces qui sont héliophiles, ça veut dire qui aiment le soleil, des espèces qui vont être acidophiles, donc qui aiment plutôt les pollutions acides ou pas, des espèces eutrophes qui vont plutôt aimer des éléments nutritifs, donc notamment l'azote qui peut aussi avoir un rôle important. Et donc on voit que sur deux sites, on a des profils écologiques qui
qui sont un peu différents. Et donc ça nous permet d'avoir une information un peu plus poussée sur le type de pollution qui est présente ou sur le type d'environnement. Donc si on est dans un milieu un peu plus fermé, normalement c'est que pour les milieux ouverts, mais on a peut-être aussi un peu plus d'ombrage qui va être présent. Et donc ça nous permet d'avoir des informations un peu plus spécifiques par rapport à tout ça. Donc si vous êtes intéressé par le programme, vous avez ici le QR code qui vous envoie directement sur le site Lichen Go. Donc le site qui donne les informations à la fois sur les lichens, sur la biologie des lichens, où vous avez aussi toutes les informations par rapport au protocole, donc si vous avez besoin de l'utiliser. Par ailleurs, nous organisons un certain nombre de formations dans les universités francophones de Belgique et de Bruxelles, de Wallonie et de Bruxelles. Ceci étant dit, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont déjà full, mais vous avez toutes les informations sur science.be par rapport à ça. Et de façon un peu plus précise par rapport au protocole, vous avez une petite vidéo. Je vous laisse écouter. Avez-vous déjà entendu parler des lichens? On raconte qu'ils indiquent le nord lorsqu'ils peuplent le tronc des arbres ou qu'ils sont des parasites. Il s'agit bien évidemment de vieilles idées reçues. Les lichens sont des organismes d'une grande diversité et d'une grande richesse. Il en existe plus de 25 000 espèces à travers le monde, dont 950 ont été recensées en Belgique. Le lichen est un organisme vivant, résultat de la cohabitation bénéfique d'un champignon et d'une algue microscopique. Tous deux vivent en symbiose. Contrairement aux plantes, les lichens ne possèdent pas de racines. Ils captent la totalité de leur nourriture dans l'air ambiant, ce qui les rend sensibles à la pollution atmosphérique. Celle-ci peut affecter négativement ou positivement le développement des espèces de lichens. En raison de leur croissance lente, ils intègrent la pollution sur plusieurs années, ce qui fait d'eux d'excellents témoins de la qualité de l'air. Ce sont ce qu'on appelle des bio-indicateurs. Recenser les différentes espèces de lichens qui poussent sur les arbres en milieu urbain permet donc d'évaluer la qualité de l'air sans recourir à des capteurs chimiques ou physiques. Que vous soyez seul, en famille, en classe ou entre amis, vous pouvez vous impliquer dans cette recherche participative. Pour recenser les lichens, vous aurez besoin d'une grille de 5 cases de 10 cm par 10 et de ficelles, d'1 mètre, d'une loupe à grossissement x10 pour observer les détails, d'une clé de détermination papier ou dans sa version web adaptée à une utilisation aisée sur smartphone afin de vous épauler dans l'identification des espèces de lichens, d'une fiche de terrain pour consigner vos observations, d'une boussole ou de votre smartphone pour repérer l'exposition de la face de l'arbre. Afin d'assurer la représentativité de votre échantillonnage, il vous est demandé d'appliquer le protocole sur 3 arbres bien droits, dotés de lichens et qui ne soient pas envahis par la mousse ou le lierre. Veillez à ce que les branches les plus basses se situent à une hauteur d'au moins 2 mètres. Assurez-vous que ces arbres ne soient ni des résineux comme des pins, ni des platanes ou des bouleaux, dont l'écorce se renouvelle trop souvent ou est trop acide, ce qui empêche le maintien des lichens anciens. Avant de commencer, prenez bien le temps d'observer la variété des lichens qui peuplent l'écorce et tentez de les différencier les uns des autres et de repérer les ressemblances. La première étape consiste à repérer avec une boussole ou votre smartphone la face de l'arbre exposée au nord. L'orientation vers les points cardinaux est importante pour compléter la fiche de terrain avec précision. Une fois l'arbre bien repéré dans l'espace, vérifiez que sa circonférence soit bien supérieure à 50 cm. Ensuite, installez la grille à 1 mètre du sol en vous aidant du mètre. La grille vous permettra de délimiter votre zone d'observation. Vous pouvez utiliser du grillage de jardinage dont le maillage mesure 10 x 10 cm ou préparer une grille en papier de même dimension. Le recensement peut à présent commencer. À l'aide de la clé de détermination, identifiez les différentes espèces de lichens et indiquez le ou les carrés de la grille où elle est présente. D'abord, identifiez le type de lichen. Le thalle est-il crustacé, foliacé, fruticuleux? Quelle est la couleur du lichen que vous observez? Voyez-vous des caractéristiques morphologiques particulières en vous aidant de la loupe? Comme des cils, ces poils minuscules situés sur le rebord des lobes?
Voyez-vous des apothécies ou des soralies, certains des organes de reproduction du lichen? Tous ces détails vous aideront à déterminer quelles sont les espèces de lichen qui peuplent la zone délimitée par la grille. Une fois l'espèce de lichen déterminée, inscrivez son nom sur la fiche de terrain et cochez les cases de la grille dans lesquelles elle apparaît. Reproduisez l'opération autant de fois qu'il y a de lichens différents dans votre zone d'observation, puis sur chaque face de l'arbre en réinstallant la grille. Renouvelez ensuite le protocole aux 2 autres arbres de votre zone d'échantillonnage. Après avoir mené le recensement sur le terrain, nous avons encore besoin de vous pour encoder vos enregistrements dans la base de données LichenGo. C'est en effet ici que votre travail prend tout son sens, car c'est en communiquant ces informations précieuses que les chercheurs pourront, après traitement des données, établir la carte détaillée de la qualité de l'air en Wallonie et à Bruxelles. En intervenant dans ce projet de sciences participatives, vous devenez acteur et actrice de la recherche scientifique. Ainsi, vous contribuez concrètement à une meilleure connaissance de l'impact de la pollution atmosphérique sur la biodiversité.